Marwan Ouarab, du hacking à la trappe des brouteurs, l'histoire vraie d'un repenti. Il a connu les deux côtés du hacking, celui de l'ombre et celui de la lumière. Marwan Ouarab, ancien hacker repenti, est aujourd'hui une référence mondiale du hacker éthique. Fondateur de Find My Scammer, il traque les arnaqueurs en ligne, notamment les célèbres brouteurs africains qui sévissent depuis le continent, et s'est illustré en démasquant le faux Brad Pitt. Dans son livre Hacker, il raconte un parcours de rédemption et de prise de conscience. Mesdames et messieurs, bonsoir, je suis Carmen Févillier, toujours heureuse de vous retrouver. Ce soir, avec mon invité, nous parlons d'éthique, nous parlons de cybersécurité et de seconde chance. Bienvenue Marwan Ouarab. Merci beaucoup de me recevoir, merci, bonjour. Très enchantée de vous recevoir, enchantée de vous rencontrer et ravie de vous recevoir sur ce plateau avec votre livre Hacker. Oui, tout à fait, c'est le livre que j'ai sorti le 30 octobre aux éditions First. Le 30 octobre, à peine il y a quelques jours, aux éditions First. Et donc, Marwan, vous passez donc de l'ombre à la lumière, comme je l'ai dit. Et comment cela s'est-il fait ? Ça a été un long processus de rédemption. Oui. Ouais, j'ai d'abord en fait commencé par aider les gens gratuitement et vraiment en découvrant mes capacités un petit peu et en m'exerçant. Et puis de fil en aiguille, en aidant des journalistes qui, eux, derrière, ont fait des articles, j'en suis arrivé à ouvrir une société. Initialement, j'étais un escroc à l'époque. Ah oui, vous le dites. Hein. Voilà, dans mon livre, je le dis et on rentre beaucoup plus en détail dedans. Mais voilà, il y a quand même eu certains événements dans ma vie qui ont fait que j'ai été obligé d'en arriver à un stade où il fallait que je change. Oui. Et il fallait que j'essaye de devenir quelqu'un de bien. Ouais, il y a une vraie prise de conscience. Et c'est quand je me suis rendu compte que je faisais du mal à ma famille, à ma mère, que je suis vraiment revenu à la raison et que je me suis dit, bon, maintenant que j'ai des capacités, il faut vraiment que j'essaie de les mettre au service d'autres personnes. Écoutez, vous avez déjà tout dit et donc je vais revenir sur votre livre, le Hacker. Donc votre livre, c'est un message, c'est votre témoignage, si je peux le dire. Tout à fait. Vous racontez sans détour vos erreurs, vos découvertes, mais aussi les coulisses du cybermonde, donc les réseaux d'arnaques, les identités volées, il y en a à foison, les failles humaines derrière les failles techniques. C'est un récit donc authentique, à la fois une confession, une leçon d'éthique numérique, où vous rappelez que le véritable pouvoir du hacking n'est pas dans la réparation, est dans la réparation et pas dans la destruction. Tout à fait. C'est exactement ça, c'est très bien dit. Donc c'est une nouveauté. Hein. Ouais, c'est très bien dit. Pour être franc, je suis très touché de ce que vous venez de dire, parce que c'est vrai que le hacking, c'est un domaine qui a beaucoup été mystifié et beaucoup été popularisé comme étant un acte illégal. Rien, en fait. Voilà, les gens n'y comprenaient rien. Et en fait, c'est également la discipline qui peut sauver les gens sur Internet. Quand vous êtes victime d'une escroquerie, par exemple, le meilleur moyen de retrouver votre escroc, c'est le hacking. D'accord. Alors pourquoi avoir eu cette envie de tout dire dans un livre? Et qu'est-ce que les lecteurs peuvent retenir Je pense qu'il y a deux réponses à cette question. La première, c'est surtout que je voulais plus porter ça sur mes épaules et poser vraiment ça sur un livre pour que ça puisse vraiment me sortir de la tête et que je puisse avancer sereinement. Oui. Et également le fait de réaliser que j'ai vécu des choses qui sont tout de même incroyables et les raconter, donner un message d'espoir aux jeunes qui sont peut-être bloqués dans des situations dans lesquelles ils sont en train de faire des choses illégales et leur donner un message d'espoir pour qu'ils puissent justement revenir dans le bon chemin. Et donc le hacking, comme on vient de le dire, est souvent diabolisé. Et comment ce livre a contribué à changer en fait la façon de faire des gens, regard sur le hacking? Pour moi, c'est justement en faisant rentrer les gens dans des véritables enquêtes ou dans des véritables moments dans lesquels on aide les victimes ou d'autres personnes grâce au hacking, qu'on peut permettre aux gens de comprendre ce que c'est vraiment. C'est-à-dire que quelqu'un qui va simplement savoir où aller chercher vos mots de passe, même s'il n'a pas fait de manipulation technique sur Internet, on peut appeler ça un hacker. Parce que grâce aux fruits de sa recherche, il va pouvoir se connecter à vos comptes, par exemple. Et donc, ils vont pouvoir se connecter pour faire du bien cette fois. Évidemment, toujours. C'est du hacking éthique. Il faut savoir que c'est du hacking éthique, qu'un hacker éthique ne va pas se connecter sur un compte sans le consentement de quelqu'un. Il ne va pas aller entreprendre des actions illégales. Son objectif, c'est vraiment de servir le bien. Et qu'est-ce qui a été difficile à écrire dans ce témoignage C'est les 14 récits que vous les passages beaucoup plus personnels, quand ça touche par exemple aux histoires de ma vie et que je raconte par exemple notamment l'histoire avec la première femme avec qui j'allais me marier. Oui. Et elle vous a quitté à cause de ça? M'a trompé. C'est une femme qui m'a trompé, qui est tombée enceinte dans mon dos. Et ça, j'ai dû le raconter dans un chapitre entier. D'accord. Vraiment, j'ai dû revenir plus en détail dessus et expliquer en quoi ça m'avait moi fait changer et en quoi moi je me suis pris une claque à ce moment-là
du côté positif. D'accord. Et comment vous assumez cette démarche vérité? Je l'assume plutôt bien parce que avec votre famille, avec vos amis. Justement, ça a été pour moi. D'autres ont découvert que vous étiez escroc. Tout à fait. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas du tout au courant de ce que je faisais, qui l'ont découvert avec le livre ou avec les passages médiatiques. Et il faut savoir que pour moi, ça a été la voie de la rédemption un petit peu envers ma famille, parce que ma famille a toujours su que je faisais des choses qui n'étaient pas claires, pas légales, mais ils ne savaient vraiment pas quoi. Et là, clairement, ça a permis de mettre des mots dessus et puis surtout de les rassurer sur le fait que j'ai bien changé, que je suis plus du tout dans mes travers de l'époque et que là, mon objectif, c'est vraiment celui d'aider les gens. Celui d'aider les gens. Est-ce que vous pensez que ça sert d'exemple? J'aimerais beaucoup que ça serve d'exemple justement à des jeunes peut-être qui cherchent leur voie et qui s'intéressent au hacking, ou alors à des jeunes qui seraient peut-être dans des réseaux d'escroquerie ou autres et qui chercheraient à prendre connaissance de leurs capacités et prendre conscience qu'ils peuvent aider les gens eux aussi. Donc honnêtement, je pense que le message à véhiculer, que j'aimerais qu'il soit véhiculé, c'est celui-là, un message d'espoir. Message d'espoir. Alors on va parler de Find My Scammer, donc traquer les arnaques. Vous l'avez fondé, votre plateforme, pour identifier et démasquer les arnaqueurs en ligne. Et comment est née cette idée? Cette idée, elle est née un petit peu par hasard, justement, en aidant les gens. J'étais vraiment dans ma voiture le soir. Vraiment, c'était une période de ma vie qui était assez triste. Et je retrouvais beaucoup de joie dans ma vie au simple fait de pouvoir parler avec des victimes d'escroquerie et les aider. De voir que ces gens-là, derrière, avec ce que je faisais pour eux... Et vous aviez de l'expérience. Oui, j'avais de l'expérience. Mais ça, je ne le disais pas systématiquement. Et les gens, je les aidais. Et de voir qu'ils étaient reconnaissants, qu'ils savaient reconnaître que le travail que j'avais fait les avait aidés, ça m'apportait beaucoup. Ça me calmait beaucoup, ça m'apportait beaucoup. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à aider une journaliste qui s'appelle Inès de Rouzier et qui travaille pour Le Parisien, qui a fait un article sur moi. Et depuis cet article-là, j'ai ouvert la société et j'ai vraiment commencé à avoir beaucoup de victimes de partout dans le monde qui ont commencé à me contacter. C'était un vrai coup de main, donc, cet article. Ouais, ça a été un gros coup de pouce. Et donc, vous parlez de vous après avoir débusqué le faux Brad Pitt. Alors, comment ça s'est passé? Alors là, c'est quoi cette histoire très mouvementé, je pense que avec la certaine Anne. Ouais, tout le monde en a entendu parler. Il faut savoir que cette affaire-là, ça a été une affaire dans laquelle on a été contacté par 7 à 8, une émission de télévision française, qui nous a en fait demandé d'enquêter pour cette dame. Donc on l'a fait, on a retrouvé l'identité de l'escroc, et en fait, grosse désillusion, au moment de la diffusion du 7 à 8, on s'est aperçu qu'ils avaient mal présenté Anne, ils l'ont présentée comme quelqu'un de dépressif et qui ne fait que pleurer, et surtout ils ont dit qu'on n'avait pas retrouvé les escrocs. Et donc à partir de là, Anne, elle s'est fait cyberharceler à l'échelle mondiale, parce que forcément, l'histoire de la Française qui s'est fait arnaquer par Brad Pitt, 830 000 €, tout le monde l'a entendu après. Et donc du coup, elle a été victime de moqueries, elle a tenté de se suicider une nouvelle fois. Ça a été vraiment très dur. Donc je l'ai prise un petit peu sous mon aile et on a fait en sorte de pouvoir aller le plus loin possible. Aujourd'hui, elle a sorti un livre. Elle est en discussion avec la banque pour pouvoir tenter de récupérer son argent avec les avocats. C'est pas évident avec la banque. C'est pas évident, mais vous savez, quand la banque elle a fait d'aussi grosses erreurs, les banques à l'île Maurice, elles ont pas les mêmes, elles ont les mêmes lois que nous en France. Pourtant, elles ont fait des erreurs qui sont monumentales, comme par exemple le fait de faire un virement bancaire de 75 000 € depuis le compte de Anne vers le compte des escrocs en Turquie, avec comme motif rein gauche Brad Pitt. Donc la banque, elle a validé un paiement vers la Turquie sur un compte qui ne s'appelle pas du tout Brad Pitt, avec comme motif rein gauche Brad Pitt, en faisant croire que c'était pour une exactement, en faisant croire que c'était pour une opération. Oui. Alors, hormis ça, quelles sont les autres affaires les plus marquantes? On en a eu beaucoup, des affaires marquantes. Après, il y en a certaines dont on n'a pas forcément le droit de parler, parce qu'on est amené souvent à collaborer avec des gouvernements ou avec des ONG qui sont plutôt très connus. Mais on a des affaires qui nous ont vraiment beaucoup marqué sur l'aspect humain. Notamment, je pense à... Donc vous pouvez aider les policiers à faire des enquêtes, quoi. Tout à fait. En France, par exemple, on est mandaté régulièrement par le CDEF Gironde, le Centre départemental Enfance et Famille, sur des dossiers de prostitution de mineurs. Et on a par exemple aidé des parents à retrouver leur fille de 14 ans qui avait fugué et qu'on a retrouvée en Espagne en train de se prostituer. Et ça, c'est des dossiers, vraiment, quand on voit la tranquillité d'esprit qu'on apporte aux familles derrière, c'est une tranquillité d'esprit. C'est la plus grande rémunération qu'on peut en tirer, c'est clair. C'est vraiment un message d'espoir. Et à cause de cela, est-ce que vous êtes menacé quelquefois? Ça arrive, c'est arrivé. Il m'est arrivé d'être menacé. C'est pour ça que j'ai déménagé déjà 3 fois depuis que je suis... Vous avez déménagé 3 fois? Oui, depuis que je suis médiatisé, j'ai déménagé 3 fois parce que il faut savoir que... Vous êtes protégé ou pas? Non, j'ai moi-même des dispositifs de sécurité à la maison, mais je suis pas du tout sous placement de protection policière ou quoi que ce soit. En revanche, les
les menaces que je reçois en général, c'est très souvent des menaces qui sont rédigées anonymement. Et ils disent quoi ces menaces? En fait, c'est des menaces qui s'appuient sur les fuites de données qui ont lieu. Donc en fait, chaque année, il y a énormément de sociétés françaises ou étrangères qui se font cyberattaquer. Et lors de ces cyberattaques, il y a des données personnelles de tous les utilisateurs de la plateforme qui fuitent. Ouais. Et dans ces données-là, souvent, il peut y avoir les miennes, il peut y avoir celles de tout le monde. Et là, récemment, la fuite de données la plus récente pour laquelle j'ai dû déménager, ça a été une fuite de données dans laquelle Boulanger, le magasin en France, s'est fait cyberattaquer et il y avait mon adresse qui avait fuité. Donc, dans cette histoire-là, forcément, je suis obligé de prendre le maximum de mesures de protection parce que j'ai une famille et je ne peux pas me permettre de les mettre en danger alors qu'ils n'ont rien demandé. Bien évidemment. Donc, forcément, dès que je vois des fuites de données me concernant dans lesquelles il y a mon adresse, j'ai pris le réflexe de déménager systématiquement. Mais c'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple. Un déménagement, oui, c'est conséquent. Oui, oui. Eh bien, je comprends. Alors, on va parler des brouteurs, du cybercrime en Afrique. C'est quoi les brouteurs Alors, il faut savoir que les brouteurs, c'est un terme qui est vraiment, selon moi, dédié à l'Afrique, qui est né en Afrique. Oui. Ce terme-là, il est dédié de l'Afrique, c'est-à-dire que c'est un terme qu'on va donner pour appeler les personnes qui font de l'arnaque sentimentale. Ah oui, ça. C'est les brouteurs, donc c'est des gens qui vont vraiment être très. Ils font beaucoup de victimes. Il faut savoir que dans certains pays en Afrique, c'est limite devenu culturel. C'est-à-dire qu'au Nigeria, par exemple, vous allez avoir toute une jeunesse qui a été éduquée aux exploits de ces brouteurs qui vont venir raconter dans des bars ou dans des discothèques ou autres leurs exploits. Et c'est une manière de gagner leur vie aussi. Tout à fait, c'est une manière de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, etc. Donc il faut savoir que ces gens-là, donc c'est les brouteurs, et leurs victimes, on les appelle les mogous, donc les victimes, exactement. En général, c'est les femmes européennes, seules, vulnérables. La plupart du temps, leur cible, c'est ça. Mais maintenant, avec l'avancée de la technologie, ils peuvent très bien se faire passer pour des femmes et cibler aussi les hommes. Ah, maintenant ils se font passer pour des femmes et cibler des hommes. Et maintenant ils utilisent également l'intelligence artificielle. Oui, il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui est utilisée pour faire par exemple des vidéos en deepfake. Donc les vidéos en deepfake, ça va être des vidéos qui vont clairement se baser sur de l'intelligence artificielle pour reproduire à l'exactitude votre visage et votre voix et vous faire dire un petit peu tout ce qu'on veut. D'accord. Et donc, c'est ce qu'ils font avec les célébrités, justement. Tout à fait, c'est exactement. Et c'est la même procédure avec le faux Brad Pitt. Le faux Brad Pitt, il a utilisé quelques vidéos en intelligence artificielle pour convaincre Anne que c'était vraiment le faux Brad Pitt, mais ça n'a pas été la base de ses méthodes. La base de ses méthodes, ça a été vraiment le montage photo. Donc lui, il faisait des montages photos qui d'ailleurs se sont retrouvés sur Internet, qui ont beaucoup fait parler d'eux. Vous savez, celui avec Brad Pitt allongé sur un lit d'hôpital. Allongé sur un lit d'hôpital. Voilà, par exemple. Et ça, c'était des photos qui ont été faites avec Photoshop, par exemple. Avec Photoshop. Oui, tout à fait. Et comment vous les avez découverts qu'avez-vous découvert sur leur fonctionnement On a découvert pas mal de choses qui nous ont un peu surprises. C'est que les personnes qui se faisaient passer pour Brad Pitt à ce moment-là, ils se faisaient aussi passer pour pas mal d'autres acteurs américains, comme Keanu Reeves, l'acteur de Matrix. Donc ils se sont fait également passer pour lui. C'est des jeunes qui ont entre 20 et 26 ans. Ils ne sont pas très vieux. Ils étaient à Kwale, au Nigeria, dans la ville de Kwale. Et il faut savoir que c'est des jeunes... Et forcément, ils parlent anglais. Ouais, c'est des jeunes qui maîtrisent très bien l'anglais. Ils maîtrisent très bien l'anglais. Après, avec l'intelligence artificielle, il n'y a pas vraiment besoin de bien maîtriser l'anglais pour faire des phrases parfaites. Parce qu'avec l'anglais qu'ils avaient, eux, qui était un peu moins parfait que ce qui était sur les messages de Anne, ils allaient par exemple sur ChatGPT et puis ils leur demandaient de corriger à chaque fois l'anglais ou de faire comme si c'était quelqu'un qui parlait. Alors vous, dans votre travail, comment vous arrivez à identifier, à protéger les victimes et à les interpeller? Chaque victime qui subit un cyberdélit ou une affaire d'arnaque, il leur reste des informations comme des traces de paiement, un numéro de téléphone, des adresses mail. Et nous, on a l'habitude avec nos hackers et nos experts en OSINT de se baser sur ces méthodes, de se baser sur ces informations-là pour pouvoir ensuite aller traquer les escrocs au mieux et les retrouver. Donc en fait, on prend les numéros de téléphone et les mails et avec nos logiciels et nos méthodes, on va pouvoir remonter jusqu'à l'identité de ces gens-là ou parfois il arrive qu'on les piège. Alors ce sont des jeunes qui sont, comme on l'a dit au début, qui sont vraiment très doués. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser ces talents-là pour l'éthique, pour que les choses soient... Ces jeunes-là, ils ont des talents dont ils ne soupçonnent même pas l'existence. Ils n'en soupçonnent pas. Vraiment, c'est des jeunes qui, à mon avis, n'ont pas vraiment confiance en leur capacité professionnelle dans le monde sérieux. Peut-être parce qu'ils ne sont pas valorisés. Certainement. Et ils se disent que leur seul moyen de réussir dans la vie, c'est de faire ça.
Alors que gagner de l'argent facile. Voilà, et puis, de gagner de l'argent facile et puis ensuite d'arnaquer les gens. Alors que pourtant, c'est des gens qui ont vraiment un cerveau qui fonctionne très bien et qui pourraient très bien se servir de leur capacité. Hein, je pense. Oui, mais après, il y a aussi beaucoup du fait de la situation géographique qui n'est pas la même que nous, par exemple, en Europe, et l'inégalité des richesses. C'est un sujet qui est vraiment très d'actualité et qui cible principalement ces personnes-là. Oui. Parce qu'elles subissent la pauvreté extrême parfois, et elles en viennent à choisir des arnaques qui ne demandent pas beaucoup de moyens à être mises en place. L'escroquerie sentimentale, ça demande qu'une connexion Internet et des comptes sur les réseaux sociaux. On ne peut pas prouver ça. Hein. On ne peut pas prouver l'escroquerie sentimentale. Ça dépend. On peut la prouver parfois. Ça dépend, sauf il y a on peut la prouver quand la personne usurpe l'identité de quelqu'un pour arnaquer, mais lorsqu'un individu le fait avec sa propre identité, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué pour les victimes. Pour les victimes, oui. Et c'est souvent le cas. Hein. Il y en a eu beaucoup de cas comme ça. Et d'où viennent ces brouteurs? Vous avez cité le Nigeria. En fait, en général, les brouteurs, ils proviennent d'Afrique de l'Ouest. Mais on en répertorie un petit peu partout. Il faut savoir que chaque pays dans le monde a sa spécialité d'arnaque. Ça veut dire que, par exemple, pour l'arnaque sentimentale, l'Afrique... Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Ouais, clairement. La Côte d'Ivoire est son numéro 1. Mais après, il faut savoir qu'en Afrique, il y a vraiment cette spécialité-là. Vous allez avoir le faux placement financier, qui lui va être beaucoup plus fait en Israël. Vous allez avoir le pig butchering, donc c'est un mélange entre l'arnaque sentimentale et le faux placement financier, qui lui va provenir d'Asie ou de Malaisie, par exemple. Donc vraiment, c'est des spécialités. En France, nous, on a le faux conseiller bancaire. Le faux conseiller bancaire, moi, on en a parlé. Mais voilà. Ou des mails du genre, je suis bloqué dans un tel pays. Ce genre de mails-là, ils proviennent d'Inde en général. Les arnaques aux faux supports clients et puis les arnaques aux faux héritages, ça provient souvent d'Inde. D'accord. Et donc, comment sensibiliser et prévenir tout ça, notamment les internautes africains et puis les personnes qui se trouvent hors d'Afrique, hein, les supposées victimes? Alors pour nos amis internautes africains, l'idéal, ce serait vraiment de ne cliquer sur aucun lien qu'on leur envoie comme ça. Sauf, il faut savoir que pour nos amis africains, s'ils sont victimes d'escroquerie, il n'y a aucune relation sentimentale dans laquelle vous rencontrez pas la personne et vous donnez de l'argent. Ça ne devrait pas exister. C'est-à-dire qu'une femme qui vous approche ou un homme qui vous approche en vous demandant de l'argent mais en vous faisant croire qu'il est intéressé par vous, attendez de le rencontrer physiquement déjà et attendez qu'il vous fasse de vraies preuves. C'est-à-dire que vous n'êtes pas une vache à lait, vous n'êtes pas là pour être le portefeuille d'autrui, donc il est hors de question que vous vous mettiez à donner de l'argent à quelqu'un qui vous en demande simplement sur prétexte amoureux. Et souvent, c'est les femmes. Hein. Très souvent, c'est les femmes. Parce qu'elles ont besoin d'amour, elles cherchent, elles se laissent aller. Ça va en fait dépendre vraiment de ce qu'a vécu la personne. C'est des gens en fait qui ont subi des drames de vie, des divorces, des maladies, des séparations. Vulnérables. Tout à fait. Et c'est des gens qui, derrière, vont être beaucoup plus fragiles et beaucoup plus sensibles quand quelqu'un va venir leur dire de belles paroles comme vous êtes jolie, est-ce que tu as passé une bonne journée, etc. Ça va tout de suite les rassurer. Alors, est-ce que ce sont de belles paroles? Est-ce que ces mots, c'est vraiment banal? Mais il faut savoir que... Avez-vous passé une belle journée? Et comment ces femmes arrivent-elles à se laisser prendre? Mais c'est justement que c'est très subtil. Ça veut dire que ça vient petit à petit. Ils vont pas vous dire tout de suite, oui, donne-moi de l'argent s'il te plaît, je t'aime. Non, c'est pas comme ça. Ils viennent, ils vous approchent, bonjour, comment tu t'appelles? Ils discutent avec vous, ils font perdre le temps. Donc ça dure 2 jours, 3 jours, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Ça va durer un petit peu de temps avant qu'ils commencent à vous demander de l'argent. Et en général, ils vous demandent pas de l'argent de but en blanc. Ils cherchent à susciter de l'empathie chez vous. Donc ils vous disent, oh bah mince, j'ai un héritage qui devait arriver, mais mon compte il est bloqué, ou alors j'ai une maladie, il faut vraiment que je paye, et là je peux pas. Que des choses qui sont censées vous mettre dans un état d'empathie énorme. Ou alors je vais venir te retrouver à Paris, aussi. Mais il faut que tu me payes. Il faut que tu me payes le billet d'avion, voilà. Mais sauf que quand ils demandent un billet d'avion, c'est très limité, et pour demander plus d'argent que le prix d'un billet d'avion, après c'est compliqué. Après j'ai raté l'avion. Voilà. Voilà, il faut un autre billet d'avion. Mais bon, et donc comment sensibiliser ces femmes? Quels sont les mots que vous leur dites pour qu'elles se rendent compte en fait de leur fragilité? Prenez toujours le temps de vous poser les bonnes questions. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un cherche à vous faire une ouverture de compte quelque part, parce que les femmes, malheureusement, elles sont beaucoup manipulées aussi sur l'ouverture de compte pour un individu. Et puis ensuite, il va arnaquer avec ce compte-là et les problèmes, ils tombent sur la femme. Donc il y a beaucoup de ce type de problème-là. Ce que je peux donner comme conseil aux femmes, et particulièrement aux femmes, c'est de faire des rencontres dans le monde réel. C'est que si jamais vous ne voulez pas être victime d'arnaque sentimentale, eh bien, faites des rencontres dans la vraie vie. Je pense que c'est dans la vraie vie, il y a aussi des arnaques. Hein.
Il y a aussi des arnaques dans la vraie vie, mais je pense que quelqu'un qui vous ment physiquement, c'est beaucoup plus facile à déceler que quelqu'un qui vous ment sur Internet. Bien sûr, et loin à des kilomètres. Tout à fait. Vraiment. Et est-ce que vous collaborez avec les autorités africaines justement pour essayer on est très ouvert à ça. Pour le moment, on aimerait vraiment collaborer avec eux. Donc on est ouvert à toute demande de contact de la part des autorités africaines. Ouais. Et il faut savoir qu'on a énormément de dossiers à leur transmettre. Ah oui, parce que c'est un véritable fléau. Et oui, et puis surtout qu'il n'y a pas forcément systématiquement de coopération entre la France et ces pays-là. Ouais. Et donc nous, on sait que les rapports d'enquête qu'on fait pointe directement du doigt l'individu et le responsable de réseaux qui parfois détournent des millions d'euros. Oui. Donc je sais que ça pourrait être un véritable avantage pour ces pays-là d'avoir au moins les bonnes informations sur les personnes qui commettent des méfaits dans leur pays. Et comment fonctionne votre plateforme ? Mais c'est un site internet très simple sur lequel les gens remplissent un formulaire de contact pour nous demander de les aider. Oui. Donc ils nous expliquent un petit peu ce qui leur est arrivé, puis ensuite nos équipes rentrent en contact avec eux. D'accord. Donc c'est là qu'on va faire les premières prises de contact, qu'on va demander quel est le montant du préjudice, combien de temps ça fait que les victimes ont été arnaquées, et surtout, qu'est-ce qui leur reste comme élément sur l'arnaque. S'ils ont des numéros de téléphone, des mails, des traces de paiement, des dépôts de plainte, tout ça, c'est des éléments qu'on va prendre pour pouvoir nous enquêter derrière. D'accord. Et donc, on va parler de votre présence médiatique. On vous voit partout. Vous êtes encore ici. Comment vous sentez-vous ? Vous passez de l'ombre à une notoriété C'est quand même très sain. C'est-à-dire que je passe de l'ombre à la lumière, mais ce n'est pas parce que j'ai fait de la télé-réalité, ce n'est pas parce que j'ai fait une bêtise, c'est surtout parce que j'aide les gens. Oui. Et honnêtement, les retombées de cette médiatisation qui est quand même très positive, c'est que du positif pour moi aussi, parce que les gens se rendent compte à quel point on fait du bien à d'autres personnes. D'accord. Et on a parlé des jeunes en Afrique et puis en Europe et ailleurs qui sont fascinés par le hacking. Quel message vous pouvez leur adresser pour qu'ils en fassent plutôt un moteur de changement positif ? Le message que je peux adresser à cette jeunesse-là, c'est que leur capacité, il ne faut jamais qu'ils en doutent. C'est des gens qui sont très capables, qui ont vraiment un cerveau démesuré et qui est vraiment en ébullition constante, et il faut simplement qu'ils apprennent à le canaliser, il faut qu'ils apprennent à savoir se dire et se répéter tout le temps « je peux gagner beaucoup plus d'argent en étant honnête qu'en étant malhonnête ». Et je vous promets que c'est des choses qui leur arriveront. Peu importe le domaine dans lequel ils se lanceront, c'est la persévérance. S'ils se lancent, ça va vraiment fonctionner dans tous les cas. Parce que c'est des gens qui ont beaucoup plus la hargne que les gens lambda. C'est des gens qui vraiment ont une soif de réussite. Alors, c'est beaucoup plus des jeunes. Derrière, il y a le défi de l'emploi aussi. Ah oui, clairement. Notamment en Afrique. Mais il faut savoir qu'en Afrique, malheureusement, il y a beaucoup de jeunes très qualifiés, mais des talents incroyables. Et le problème, c'est qu'ils ne trouvent pas de quoi exploiter leurs capacités en Afrique. Exactement ça. Donc bien souvent, ils sont amenés à essayer de voyager à l'étranger pour travailler, puis arriver sur place, ça ne se passe pas comme prévu. Et de là commence toute une histoire et un périple. Il faut savoir que ces jeunes-là, grâce à une connexion Internet, ils ont la possibilité de faire ce qu'ils veulent. Oui. Ils ont la possibilité de créer des business, de faire dans le monde. Exactement. Oui. De devenir professeur, de devenir médecin, pilote d'avion, tout ça grâce à Internet. Grâce à Internet. Donc et le cybercafé, ça pullule. Tout à fait. Donc maintenant, il faut savoir qu'un jeune qui nous regarde et qui a des connaissances auxquelles il n'a pas confiance, il ne faut pas qu'il désespère. Il faut vraiment qu'il se lance, qu'il n'ait pas peur de se tromper, qu'il n'ait pas peur de rater, parce que c'est avec des échecs qu'on réussit. Il faut être résilient. Exactement. Il faut être résilient. Et donc, comme on le disait, le cyberespace est devenu un nouveau champ de bataille mondial. Et selon vous, est-ce qu'on est prêt à l'affronter, cette bataille ? Honnêtement, personne n'est prêt à affronter ce type de bataille-là, parce que tout le monde dans sa vie a commencé à l'envisager en donnant sa confiance à 100% et en mettant ses mots de passe partout, en donnant toutes les informations sur nous un petit peu partout sur Internet. Ouais. Et il faut savoir que c'est très important ce que vous dites, parce qu'aujourd'hui, les hôpitaux passent par Internet. Les salles de marché de la bourse passent par Internet. Il y a vraiment tout qui passe par Internet, tout niveau dans l'État. Donc le jour où quelqu'un... Notre vie privée. Voilà, aussi. Tout à fait. Mais il faut savoir que par exemple, maintenant, lorsqu'il y a un conflit armé entre plusieurs pays, Internet, ça reste un des outils les plus efficaces pour pouvoir mener cette guerre. Par exemple, vous allez avoir des pilotes d'avion qui vont se faire détourner le GPS de leur appareil, comme ça. Donc au lieu d'avoir un avion qui est envoyé par un pays pour aller bombarder, il va atterrir ailleurs. Ouais. Parce que le GPS n'est pas bien réglé et qu'il a été hacké. Voilà. Ça, on a vécu ça il y a quelques mois, je crois. Ah oui ? Ah oui, je me souviens plus très bien, mais je pense qu'on a vécu ça. Voilà, ça a été ça. En fait, il y a beaucoup eu ça sur le conflit israélo-palestinien, avec les détournements de GPS qui ont été faits par l'armée israélienne. Ça, c'était du génie. C'est vraiment quelque chose de très malveillant. C'est horrible. Mais par contre,
c'est de l'ingénierie tactique et technique incroyable. De pouvoir, par exemple, de l'étranger, aller modifier les informations que Waze affiche dans votre téléphone pour vous guider sur les routes, il faut y penser. Il faut y penser. Hein. Et c'est important. Et donc, par rapport à ça, l'éducation numérique, comment ça pourrait se faire Mais en fait, l'éducation numérique, c'est une bonne chose, mais c'est surtout l'hygiène numérique qu'il faut revoir. Parce que les gens qui servent d'Internet... Alors, l'hygiène numérique, moi, je veux bien qu'on revienne sur cette expression, l'hygiène numérique. L'hygiène numérique, en fait, il faut vraiment comprendre que ça va être la manière dont ont les gens de se servir d'Internet. Et plus vous laissez de traces sur vous-même, plus vous vous exposez. Donc, il faut forcément revoir son hygiène numérique, faire régulièrement des check-ups de vos mots de passe pour savoir si vous utilisez les mêmes mots de passe partout ou pas, et surtout faire en sorte de pouvoir avoir le contrôle sur les données que vous laissez traîner un petit peu partout. Tout à fait. Les traces, il faut savoir qu'une fois qu'il y en a, c'est très difficile de les effacer. Bah oui. C'est très difficile. Surtout quand on ne sait rien du numérique. Tout à fait. Donc, quand on cherche à faire effacer des traces en général, la solution la plus efficace, c'est de noyer avec des nouvelles informations. D'accord. Et donc, selon vous, dans 10 ans, quelle est votre vision du hacking dans 10 ans? Dans 10 ans, avec l'évolution d'Internet et puis l'arrivée de l'informatique quantique, ça va être complètement différent. Ouais. Avec l'arrivée de l'informatique quantique, malheureusement, le hacking, ça va devenir une tâche, à mon avis, qui sera à la portée de tous. Oui. Ce sera une tâche qui sera à la portée de tous. Très certainement, oui. OK. Ben, merci beaucoup, Marwan Ouarad. Merci, Carmen, de m'avoir reçu. Passage 3 ans en Afrique sur Global Africa Télé Sud, à votre livre Hacking. Hein. C'est du hacking à la trappe des brouteurs. Donc c'est une histoire vraie, vous êtes là, c'est vraiment vrai. Oui, c'est et merci pour le travail que vous avez fait, merci. Pour les témoignages, merci pour cette éducation. Et donc, Hacker, c'est aux éditions First. Voilà. Ben, merci beaucoup, Carmen. Merci, à très bientôt. Vous êtes génial. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je dis aussi merci à l'équipe technique, notamment à Mustapha, qui a réalisé cette émission. Et donc, je vous dis à très bientôt sur 3 ans en Afrique. Je suis Carmen Féblier, toujours heureuse de vous présenter cette émission. À très bientôt. Au revoir.